Aujourd'hui, on reçoit Didier Rochard, manipulation, désinformation, qu'on se le dise. Le sujet est actuel, mais la désinformation et les informations a toujours C'est depuis été la nuit des temps, cher ami. une arme de guerre. Alors, une arme de guerre contre le bien, contre le mal, parce qu'on peut utiliser la manipulation et la désinformation. Il faudrait avoir d'autres mots pour définir ça, d'ailleurs, y compris pour le bien. C'est un concept qui est très général. Pour moi, l'origine de la manipulation, désinformation, c'est dans la Genèse. Quand le serpent commence à dire à la femme non, il ne veut pas que vous consommiez de la pomme, du fruit, de l'arbre de la connaissance, car si vous le consommez, il vous a dit que vous alliez perdre tout votre pouvoir, en quelque sorte, d'homme et de femme, mais ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, vous seriez comme des dieux. Eh bien, nous sommes... on commence par la conclusion, en fait, peut-être, dans cette émission, mais ce qui est certain, c'est que la manipulation et la désinformation, ça commence là. La manipulation, la désinformation, c'est évidemment, si on veut être très, très synthétique, c'est le mensonge en général. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, depuis de très nombreuses années, mais les choses s'accélèrent d'une façon très, très prégnante. On voit très bien que ce mensonge est devenu une institution. Il a été institutionnalisé, en particulier dans le monde politique et dans le monde médiatique en général, puisque le politique et le médiatique aujourd'hui sont extrêmement... C'est pareil, c'est lié. Voilà, et il faut bien se rendre compte qu'aucune action politique ne se développera s'il n'y a pas le média pour le relayer, puisque l'action politique n'est plus tournée vers le bien commun, mais il est tourné précisément vers l'information que l'on va donner aux foules, et en particulier, la plupart du temps, la désinformation, puisqu'on va partir d'un postulat de mensonge, puisque les peuples aujourd'hui, on le voit quotidiennement, on l'a vu pendant les dernières élections, les peuples aujourd'hui se rebiffent. Ils ne se rebellent pas encore d'ailleurs, parce que la manipulation est telle qu'ils se laissent encore subvertir dans un billard à trois bandes qui devient très très compliqué d'ailleurs à analyser. Il ne faut pas se faire d'illusions, car toutes les techniques de manipulation et de désinformation sont des techniques de marketing, si j'ose dire. Il y a des traités chinois, il y a Lao Tzu qui en a beaucoup parlé, il y a les Chinois sont très forts d'ailleurs, les grandes manipulations qui ont été assez vite révélées, surtout par les Américains, parce que ce sont leurs propres combattants qui les ont subis pendant la guerre de Corée. Lorsque l'on a vu ces combattants être obligés de faire des déclarations, et alors là il y a toute une manipulation, c'est pas simplement une déclaration orale, c'est des manifestes écrits qui ont été imposés. Le Viet Minh avait déjà fait ça avec les officiers français. Les soviétiques avaient fait ça très très largement. Alors, il y a des livres quand même incontournables. Le viol des foules. Le viol des foules de Tchakotine. Il y a naturellement la manipulation, tout ce qui concerne toutes les théories et les pratiques d'ailleurs que l'on voit se manifester aujourd'hui de Gustave Thibon. Il y a beaucoup Non, Le Bon. Oui, peut-être, pardon. Mais je veux dire par là, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui permettent de théoriser en quelque sorte ces choses-là. Alors, il y a eu des essais de théorisation il y a une quarantaine d'années, Micheli, Roger, bien sûr. C'est un manuel de subversion. La subversion, petit ouvrage qui a révélé au grand public, pour ceux qui ont pris la peine de lire le livre, qui a révélé au grand public effectivement l'aspect cynique de cette subversion, et qui a effectivement permis de décortiquer un petit peu ces choses. Puis après, il y a toute une école américaine qui s'est beaucoup posé de questions et qui a, jusqu'à des expériences sur l'autorité, il faut parler évidemment je vais vous dire son nom à l'instant, sur l'autorité, il y a les expériences d'Hillman, où il arrive à imposer par le mensonge, par la manipulation, d'imposer des tortures qui sont évidemment
inventés en quelque sorte, qui sont joués. Mais on s'aperçoit que l'être humain est capable d'aller très très loin dans l'implication qu'il va donner à cette torture. Il faut quand même que je vous retrouve le nom exact, c'est une honte de ne plus s'en souvenir, parce que ça a été repris dans de nombreux films, ça a été repris, la cause même a été Stanley Milgram, voilà. Quand même, Stanley Milgram, le professeur Stanley Milgram, qui a été très loin dans ce sens-là, ça a été complété d'ailleurs par la suite, et aujourd'hui on se rend compte de la perversité de ces choses-là. On verra dans les exemples un peu plus tard, mais on voit très bien que l'attitude des forces de l'ordre, par exemple, qui n'est pas toujours très compréhensible, ce sont des gens comme nous, ce sont des gens qui font partie, entre guillemets, du peuple. Alors ils ont peut-être l'avantage d'être fonctionnaires, j'en sais rien, mais enfin, pourquoi sont-ils capables d'avoir, dans certaines conditions, des attitudes d'obéir à des ordres illégaux, par exemple, dont ils savent exactement qu'ils sont illégaux. Alors, il y a le poids de la carrière, il y a beaucoup d'influence, mais on se rend bien compte que tout ceci fait partie de cette manipulation des êtres, des manipulations des esprits que aujourd'hui les pouvoirs arrivent à imposer à quiconque. Effectivement, on a un maître de la révélation de ces manipulations et de ces désinformations à travers Volkov. Mais avant ça, je vous rappelle la phrase de Camus que j'ai toujours: mal nommé les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait déjà Camus, qui avait bien repéré que la première grande manipulation, c'est la manipulation du vocabulaire. Pourquoi la manipulation du vocabulaire est-elle indispensable? Parce que il est bien évident que le vocabulaire forme l'esprit dans la façon de s'exprimer, et qu'à partir du moment où on inverse le sens des mots, le mot révolution. Enfin, la révolution, c'est la base de toute l'action politique que l'on constate depuis au moins le XXe siècle, mais depuis certainement 2 siècles et demi ou 3 siècles. Or, si vous prenez le terme en lui-même, une révolution, vous partez du point A, vous faites 360 degrés et vous revenez au point A. Or, la révolution, c'est le contraire. La révolution vous entraîne dans cette manipulation sémantique, en quelque sorte, vous entraîne à l'inverse de ce que vous vivez aujourd'hui. Vous allez à 180 degrés et pas à 360. C'est-à-dire que même dans les mots, le terme aujourd'hui, stipendie, enfin racisme, aujourd'hui le terme de racisme n'en a plus le sens véritable. On n'a même plus le droit de l'utiliser puisque un président a voulu enlever le terme de race même de la Constitution. C'est pour dire si on est dans un système qui essaye de pervertir, c'est la désinformation, on pervertit l'esprit humain. Toutes les méthodes d'ailleurs d'enseignement de la lecture et de l'écriture qu'on emploie vis-à-vis de nos enfants, de nos propres enfants, participent à cette désinformation, puisque petit à petit, on va les priver de cet esprit analytique qui était l'esprit gréco-latin, etc., qui nous a permis, qui a certainement participé à magnifier cette civilisation dans laquelle nous vivons, où nous avons vécu. Et ces méthodes participent à la décérébration de la jeunesse en les privant de cet esprit d'analyse qui leur permet de réfléchir et d'avoir la possession exacte du vocabulaire. La première manipulation, c'est Volkov qui nous l'a appris, qui nous l'a révélé en tout cas, la première manipulation, c'est celle du vocabulaire, c'est celle de la sémantique. Alors après, effectivement, il y a eu des applications qui ont été plus ou moins tragiques d'ailleurs. Et quand je dis tragiques, il y a les manipulations qui sont des tortures véritables, qui peuvent être des tortures physiques, des tortures psychologiques. Et puis, il y a la manipulation qui est beaucoup plus sordide aujourd'hui, beaucoup plus cachée, beaucoup plus discrète en quelque sorte, mais tout aussi puissante sur l'esprit des gens, puisque aujourd'hui, quand vous voyez l'incapacité de beaucoup de personnes, je ne veux évidemment pas généraliser, mais l'incapacité de discernement sur leur propre vie, sur leur propre façon de vivre. Aujourd'hui, la grande manipulation, c'est la manipulation révolutionnaire, enfin dont les révolutionnaires se sont servis, c'est-à-dire c'est d'empêcher l'être humain d'être un être social et de participer
à l'intérêt général dans un premier temps et peut-être au bien commun pour les meilleurs, dans le sens d'une élévation de la société, élévation qui peut être matérielle bien sûr, mais qui la plupart du temps débouche forcément sur une élévation spirituelle. Pas seulement le comment des choses, ça on sait faire, pour ça on a des chercheurs, des ingénieurs, etc. Mais aller au pourquoi des choses, et à partir de ce moment-là, évidemment, on commence à se poser les bonnes questions. La maîtrise scientifique que l'on prétend avoir aujourd'hui et qui se développe de plus en plus débouchera forcément sur une prise de conscience du pourquoi nous faisons les choses. Et là, on débouche en ce moment avec une accélération dramatique sur le transhumanisme, sur la façon dont nous allons, nous, êtres humains, nous-mêmes, nous reproduire. C'est très intéressant de voir comment l'oligarchie est en train d'imposer le transhumanisme. Mais bien sûr. D'une part par le compassionnel, ensuite par l'oubli de ce qu'est l'anthropologie classique, ce qu'est l'homme, et par une philosophie, on va dire, nominaliste. Il n'y a plus de rapport à la vérité, mais uniquement on cherche à provoquer des émotions. C'est l'individualisme, c'est l'eugénisme et l'individualisme, c'est-à-dire que ma référence n'est plus l'autre, n'est plus une société, n'est plus un groupe, une province, une patrie. Ma référence, c'est moi-même. Voilà. Donc on arrive sur le plan social à ce que diagnostiquait Marcel Lecorte, la dissociété. Absolument. C'est une dissociété qu'on est en train de nous construire en parlant de la dissociété. C'est une société qu'on déconstruit au profit d'un individualisme. Enfin, quand on voit la théorie du genre, moi je suis né garçon, quand on veut me dire, une petite anecdote quand même pour faire rire un peu les auditeurs dans ce discours un peu grave, je me suis trouvé dans un aéroport avec, pardonnez-moi chers amis, mais avec une envie pressante. Et les toilettes hommes étaient fermées. Donc je me précipite dans l'urgence chez les toilettes femmes. Et là, évidemment, à la sortie, je croise une brave dame qui est offusquée de me voir là et qui me dit « Mais monsieur, savez-vous, vous êtes dans les toilettes des femmes ?» Et je lui dis « Mais oui, bien sûr, madame, je le sais pertinemment. » Elle me dit « Mais enfin, vous êtes un homme. » Et je lui dis « Mais enfin, madame, qu'en savez-vous ?» Bon. Alors évidemment, je l'ai encore davantage choqué. On a continué la conversation 2 minutes. Je lui ai dit, mais enfin, aujourd'hui, si je me sens femme, vous n'allez tout de même pas me le reprocher. Bon, l'idéologie du genre, c'est ça. C'est de dire, non, je ne suis plus un garçon, je suis une fille, et donc je vis comme une fille. Bon. Et je l'ai quand même rassuré en disant que quand je sortirai des toilettes des femmes, finalement, toute réflexion faite, je me sentirai peut-être à nouveau un homme. Au revoir, madame. Voilà, on en est arrivé là, c'est-à-dire à une absurdité ontologique, une absurdité totale. Dans la confusion. La confusion, ça c'est... Confusion et inversion de ce qu'on pouvait appeler autrefois les valeurs. Alors ça a été largement déployé, réfléchi, exprimé par beaucoup de penseurs, essentiellement de cette école de psychiatrie et de psychanalyse américaine. Il y a toutes les théories sur la théorie du chaos. Or, aujourd'hui, cette théorie du chaos a été institutionnalisée et elle devient un mode de politique, avec un P majuscule. C'est-à-dire que lorsque vous voyez au ras des pâquerettes, dans les choses les plus concrètes, lorsqu'on constate qu'un ministre peut énoncer une déclaration reprise immédiatement pour l'infirmer par un secrétaire d'État, qui est repris 2 secondes plus tard par le président de la République pour dire le contraire du premier. Enfin, c'est ce qu'on appelle la théorie du chaos. Pourquoi ? Eh bien, c'est dans le même but. À partir du moment où chacun va donner sa petite version des faits, chacun va donner son petit mensonge, ou sa petite part de vérité, au bout d'un moment, l'individu est complètement perdu. Et d'ailleurs, il se désintéresse du fait social parce qu'il est paumé. Et puis, ça permet aux autres de dire n'importe quoi en permanence. Tout est le contraire de tout. Voilà. Donc, on revient à cette manipulation des esprits qui fait que, au mieux, la personne se détache de tout ça parce que ça ne l'intéresse plus. Au pire, il devient, pardonnez-moi, gilet jaune, quoi. Il réagit. Oui.
C'est une réaction peut-être de survie, mais qui n'est pas forcément réfléchie. Alors, qui n'est pas forcément réfléchi, ça c'est assez ponctuel avec l'aventure D'ailleurs, on l'a très bien vu. Les Gilets jaunes eux-mêmes ont été dans le temps, je parle des Gilets jaunes du 17 novembre, mais petit à petit, on a très bien vu que les Gilets jaunes ont été récupérés et manipulés, voilà, par toutes sortes de mensonges politiques, toutes sortes de déclarations fausses, toutes sortes de déclarations qui ont été reprises par la suite. Et là encore, que fait le grand public? Ils étaient 800 000 ou 1 million un jour, et puis le lendemain, ils sont plus que 30 000 parce qu'ils ne supportent plus cette espèce de cynisme dans le mensonge qui fait qu'on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait plus à qui croire, on ne sait plus contre qui lutter. Contre qui lutter? On ne peut pas savoir. Mais il y a des idées forces qui restent, malgré tout. Et ce qui est amusant, vous prenez Libération, Le Monde ou Le Figaro, on trouve des fois les mêmes informations avec un style qui correspond à l'auditoire. Alors ça, vous faites bien de nommer un certain nombre de grosses médias, parce que effectivement, le problème de ce mensonge, ce problème de cette manipulation de l'information, c'est aujourd'hui le grand problème. C'est le problème contre lequel lutte, on le sent bien, le pouvoir en place, celui qui tire les ficelles aujourd'hui, dans une plus ou moins assumée politique du chaos. Le pouvoir aujourd'hui tente de museler tout ce qui n'est pas gros médias, en un mot, médias subventionnés. Bon. Pourquoi? Eh bien parce que le média subventionné, pour cause de subvention, ne veut pas perdre ses avantages, ne veut pas perdre son auditoire. Mais auditoire, il n'y a plus forcément. Je rappelle quand même que tous les grands journaux sont déficitaires. Pourquoi est-ce qu'un capitaliste, pourquoi est-ce qu'un homme, un chef d'entreprise dont le but est de faire fructifier sa boîte, s'amuse à subventionner des journaux qui perdent de l'argent? Sinon, pour pouvoir influencer sur la masse qu'on va appeler une fois tous les 5 ans à exprimer son opinion, à voter. Et en tirer les bénéfices. Et en tirer les bénéfices, ça on verra. Alors, peut-être tout. Ce qui est amusant, ces gens qui crient au complotisme, à la manipulation, eux-mêmes accusent leur adversaire de manipulation. L'article, c'était lundi dans Le Figaro, une page pleine sur la Russie. Une certaine Ackerman. Bon, malgré son nom, elle serait d'origine russo-ukrainienne, bon, pourquoi pas, accusant bien sûr l'État actuel de manipuler l'histoire, comme si c'était le seul pays qui magnifiait ses gloires nationales. Hein. Pour les Vietnamiens, on va parler du valeureux soldat du Viet Minh. Par contre, même ceux qui ont pu lutter contre le nazisme, je parle de la guerre patriotique, s'ils sont maintenant récupérés par l'affreux Poutine, c'est une manipulation. Par exemple, le bataillon des braves, ou le bataillon, vous savez, tous les descendants de ceux qui étaient morts pendant la guerre, oui, étaient invités par une association privée à descendre dans la rue avec le portrait de leurs disparus. Et bien sûr, ça a été repris en main par Poutine. Donc, exemple de manipulation. Et tout l'article est comme ça. Mais la théorie du complot, c'est une théorie fort intéressante, puisqu'elle a été inventée précisément pour empêcher les gens de réfléchir. C'est-à-dire que lorsque vous analysez une situation, on pourra parler de toutes sortes de situations d'ailleurs, très concrètes, on analyse les choses, on analyse les faits, on analyse les réactions des uns, les réactions des autres, la façon dont c'est traité dans les médias, ça c'est toujours très, très révélateur, très intéressant. Et tout ça finit par vous faire dire « Ah ben oui, mais il y a quand même quelque chose derrière, il y a un tireur de ficelle. » Bon, ça y est, c'est la théorie du complot. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus le droit de parler.
C'est-à-dire dans un débat, lorsque vous dites, mais attendez, regardez ce qui se passe, moi je vois les faits, enfin, etc. Et on va vous dire, non, non, monsieur, vous vous trompez, c'est la théorie du complot, vous êtes donc interdit de parler. Voilà. Et c'est une façon, c'est une censure absolument inadmissible. Et qui peut être efficace. Ah, mais bien sûr, c'est efficace. Alors, Alors de moins en moins quand même. Attendez, des grandes plumes, ou des gens très connus, peuvent passer la barrière de la censure. Je pense par exemple au livre de Villiers sur l'Europe. Alors malgré la censure de la radio et de la presse, on l'accusait de complotisme. Bien sûr. Et certainement le journaliste n'avait même pas fait l'effort de lire le bouquin. Il est évident que, imaginons que dans l'entourage de Poutine, il y aurait eu un nazi patenté, peut-être repenti, après un bon lavage de cerveau, pour lui faire goûter les délices de la démocratie universelle, on aurait malgré tout crié au scandale. Il y en a eu, pas à l'époque de Poutine, mais juste avant, Gehlen en Allemagne de l'Est, enfin je suis désolé, c'est un général de la SS qui devient le chef des services secrets, très efficace du reste. Et d'ailleurs, on a appris beaucoup de choses en 90, lorsque les archives de la Stasi ont été ouvertes. Il y a beaucoup de Français qui ont dû trembler à ce moment-là. Mais sous les origines de l'Europe, De Villiers a fait un travail, du moins d'équipe, puisqu'il a envoyé des gens un peu partout. Mais ce qui était intéressant, c'était des universitaires qui lui avaient soumis l'idée, qui ne voulaient absolument pas y toucher. Pour quelle raison? Parce que leur chaire est subventionnée par des fondations américaines. Donc ils sont plus libres. Tout à fait. C'est un des gros problèmes. C'est pareil en médecine. On a les mêmes problèmes en médecine. Comment voulez-vous qu'un chercheur ose fâcher en quelque sorte les gens c'est la même chose dans la presse, enfin osent contrarier le type qui lui signe son chèque tous les mois ou qui lui donne les moyens de ses propres recherches. Donc ça fait partie de la manipulation, c'est-à-dire qu'on voit très bien que même des grandes plumes vont avoir, c'est le cas en Allemagne en ce moment, je lisais ce matin encore un sondage intitulé, c'est une journaliste qui fait ce papier, Allemagne, un niveau d'autocensure choquant. C'est-à-dire que le journaliste, le médecin pour la partie médicale, le chercheur, est obligé de s'auto-censurer en fonction du grand public, pourquoi pas, ou du média qui va relayer plus ou moins ces informations. On est là dans un système qui est d'une très très grande perversité. Ce système-là, malgré tout, permet à des voix discordantes de parler pour donner l'illusion de la liberté. On voit le Figaro. Rio Folle, vous le lisez, vous dites tiens, voilà quelqu'un de sensé, même si je ne suis pas forcément d'accord sur tout. Un journal, c'est pas la Pravda. Exact. Enfin, ah bon? Oui, bon. Mais on pourrait dire que c'est aujourd'hui, quand on décrypte le journal, que c'est la caution. Tout à fait. Disons, traditionnelle bourgeoise, pour les amener à rentrer à l'écurie de Macron. De toute façon, il faut vendre le papier. Par conséquent, si on fâche son propre public, on est tenu, on va couler la maison. C'est pas possible. Par conséquent, une des grandes manipulations, c'est ça, c'est d'être suffisamment subtil pour inoculer une toute petite part de vérité. Ça, ce sont des techniques commerciales, de vente, qui ont été très bien analysées. J'ai plusieurs auteurs tout à fait remarquables un en particulier qui a très bien analysé, ça c'est un Français, c'est Baptiste Rapin, qui a écrit plusieurs bouquins sur les fondements du management, voir comment, alors ça c'est un nom anglais, la théologie de l'organisation. Le titre du bouquin est tout à fait intéressant et très révélateur. Et on utilise, c'est la technique du rejet. C'est la technique du rejet, je vais vous dire exactement, parce que du rejet-retrait, voilà, ou les techniques de requête décroissante. Voilà. Tout ça est analysé, tout ça est analysé par des universitaires. L'idée de la démocratie universelle qui vous censure, qui vous auto-censure. Et on voit très bien le langage du petit Parisien, du petit peuple, comment il a évolué. Si on regarde même certaines chansons de Brassens,
on ne pourrait plus les faire écouter aujourd'hui. Bien évidemment. On créerait à l'abomination. Aujourd'hui, aucun humoriste ne pourrait, style Coluche, enfin, ou de cette génération-là, ne pourrait s'exprimer aujourd'hui sans valoir les foudres de la 17e chambre correctionnelle. C'est évident. Donc, au fond, la théorie du tir inclus, c'est être à la fois son bourreau et sa victime. C'est le summum de la perversion. C'est le summum de la manipulation, de la perversion. Et un des maîtres manipulateurs, Azef, Oui, ben bien. il était à la fois un des responsables de l'Okrana et un des responsables de la subversion. Absolument. Il organisait les attentats et réprimait en même temps. Ça a été, toutes les techniques des services aujourd'hui, des services entre guillemets secrets, des services d'État, quoi, en un mot, utilisent ce genre de choses. Conférer, alors là, évidemment, on tombe totalement dans la théorie du complot, mais conférer, enfin, c'est toujours intéressant de voir les théories de Messan sur le 11 septembre. C'est très intéressant de voir un certain nombre de théories qui passent sur les réseaux sociaux, comme on appelle aujourd'hui, sur les différents attentats ici en France. N'oublions pas l'extraordinaire manipulation des attentats dans les années 80-85. Tout le monde a oublié ça, avec une manifestation dans laquelle un futur président de la République, candidat à la présidence de la République, met des centaines de milliers de personnes dans la rue pour abattre un candidat adverse, avant même l'élection, en prétendant que c'est lui qui avait... c'est Mitterrand et Le Pen pour l'affaire de Carpentras. C'est assez extraordinaire. C'était du grand théâtre. C'était... Bon. Qu'est-ce qui n'est pas du grand théâtre dans la politique aujourd'hui? Il ne faut pas tomber dans l'excès de certains médias, disons, du complotisme. Je vais donner un exemple. C'était l'anniversaire, le centenaire du Padre Pio. Il y a des bons livres qui se sont écrits. Mais qu'est-ce qui se vend le mieux? Le livre le plus farfelu, où on prétend que le Padre Pio était assassiné par les francs-maçons. Bon. Donc, vous avez des manipulateurs, genre Taxil, par exemple. Mais bien sûr. Le diable doit bien rire en disant il reste plus beaucoup de cathos, de tradis, de gens de droite, plus c'est gros, plus ils gomment. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les techniques d'enseignement aujourd'hui, qui ne sont plus des techniques on prétend que ce sont des techniques qui permettent aux enfants, aux jeunes, d'élaborer eux-mêmes leur propre raisonnement, leur propre sens critique, etc. Et en fait, ça fait partie de la manipulation, c'est tout le contraire qui se produit. C'est-à-dire qu'au contraire, le jeune, alors, ne va plus croire au monde des adultes, ça c'est incontestable, mais il va fabriquer dans son propre univers, en quelque sorte, ses propres vérités, et y compris des vérités qui sont les plus vendables. Et là, on tombe sur des théories qui sont effectivement difficilement prouvables. Et en tout cas, si elles font de temps en temps, si elles permettent une certaine forme de réflexion, on ne peut pas s'y arrêter. C'est-à-dire qu'il faut trouver autre chose. Il faut tenter de s'approcher d'une vérité. Il faut parfois beaucoup de temps dans l'histoire pour approcher la vérité. Mais de là, on peut outrepasser et... on pourrait imaginer, dans quelques années, un ministère de la vérité. Oui, ça, cher frère. À mon avis, il sera totalement manipulé par les méchants. C'est dans la logique. Mais ce serait dans la logique. Moi, je suis déjà contre le ministère de la Culture pour des tas de raisons, parce que je pense que la culture n'a pas besoin d'un ministère, mais c'est un autre débat. Mais je pense qu'effectivement, l'urgence aujourd'hui dans les familles, parce qu'il ne faut pas compter sur les grandes institutions d'instruction qu'on veut appeler éducation, je pense que dans les familles, il est bien évident que l'urgence absolue, c'est de permettre à nos enfants, à nos jeunes, d'avoir la capacité de discernement sur la masse d'informations. Et c'est voulu, cette masse d'informations. Hein. C'est pas les télévisions qui vous rabâchent 10 000 fois par jour les mêmes informations, etc. C'est un phénomène très bien analysé d'ailleurs de sidération
à la fois du regard et de l'ouïe, de l'oreille, il y a une sidération qui se crée et qui n'est pas, évidemment, qui ne peut pas être sans conséquence. Enfin, on ne bombarde pas toute la journée à des millions de pixels un regard, un esprit, sans qu'il y ait derrière ça non pas une prise d'intelligence, mais au contraire, noyer le poisson complètement, désinformer les personnes à travers une masse d'informations les plus hétéroclites possibles. Bon. Et par conséquent, il faut ce discernement. Un mot de conclusion. Un mot de conclusion, je pense que la manipulation, les influences et la désinformation ont toujours existé, ça on a bien compris, qu'aujourd'hui, par le fait médiatique, tout est multiplié à l'envi à des millions de fois, et que par conséquent, il faut de plus en plus tenter de s'abstraire de ces médias envahissants, de façon à tenter d'avoir ce discernement nécessaire, à la fois sur le monde politique, sur l'information en général. À très bientôt.